Bien le bonjour, bon matin, bonsoir, chers amis, et bienvenue à la prescription avec votre docteur, Monsieur Fred Lambert. Docteur en alto, je l'ai déjà répété à quelques reprises, je suis un docteur en musique, et ce qui m'amène aujourd'hui à vous faire une chère plug, si je peux vous parler, du premier Alto Fest de Montréal, qui va se dérouler très bientôt. Alors, l'Alto Fest a pour but de rassembler une communauté de gens issus de tous les milieux et de tous les endroits ayant comme but commun de célébrer l'alto, cet instrument extraordinaire que je pratique, sous toutes ses formes. Alors, basé à Montréal, l'Alto Fest aspire à devenir un événement auquel toutes les parties prenantes assistent autant par simple plaisir que d'écouter de la musique, ou de se réunir, ou de jouer, ou encore par désir de réfléchir ensemble à l'avenir de l'alto, de cet instrument un peu méconnu dans le milieu de la musique classique. Alors, cette première édition de l'Alto Fest va se dérouler du 23 au 25 septembre 2022 au Conservatoire de musique de Montréal, sur la rue Henri-Julien. Et par une programmation assez éclectique de concerts, de conférences, d'ateliers, de rencontres, de surprises. Et de première fois, l'Alto Fest sera une vitrine un peu décomplexée, si on peut dire, des artistes de la discipline dans une ambiance festive qui va être agrémentée par diverses dégustations culinaires. Alors, ce nouveau festival va mettre en vedette des artistes québécois et québécoises pour décliner l'alto sous toutes ses formes. Alors, des grands classiques seront présents en passant par la musique de l'alto solo, au quatuor à cordes ou avec quatuor avec piano, de Mozart aux compositeurs encore vivants. Il y aura même parfois des touches de musique contemporaine ou encore jazzée. Et un atelier de lutherie et archetterie avec la Maison du Violon et Morancy Archetier sera là pour montrer nos fabuleux artisans locaux et mieux connaître les espèces constituant nos beaux instruments. Alors, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le site www.alto-fest.com. Vous aurez tous les détails. Et j'ai bien hâte d'y aller du 23 au 25 septembre, faire un tour, une espèce de retour aux sources. Et aujourd'hui, l'épisode est un peu sous le thème de retour aux sources. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et tout ça concerne une des personnes, parmi les personnes les plus intelligentes que je connaisse dans mon entourage. Je suis chanceux, je côtoie plein de gens, mais celui-là, je l'affectionne particulièrement. Et c'est le journaliste Jean-Philippe Cipriani. Jean-Philippe Cipriani est journaliste, chroniqueur et ancien rédacteur en chef à l'information à Radio-Canada. Il a été reporter à la Salle des Nouvelles, chroniqueur économique, chroniqueur littéraire pendant 7 ans à l'émission Plus on est fou, plus on lit, ainsi de multiples collaborations à France Culture. Auparavant, il a été chef des nouvelles numériques de la presse canadienne, il a dirigé la Salle des Nouvelles du Huffington Post Québec, et il a été chroniqueur à l'émission La soirée est encore jeune. Voici ma conversation avec Jean-Philippe Cipriani. Je suis content qu'on se voit maintenant parce que à chaque fois qu'il y a des élections qui arrivent, je pense tout le temps à toi. Je toujours une pensée pour toi parce que je sais que tu es la personne la plus excitée de tout ça. Et mais ça, c'était en 2014 que je t'ai rencontré, puis tu m'avais quand même expliqué pourquoi c'était super cool, la politique. Peut-être tu pourrais même me le réexpliquer aujourd'hui, j'ai une tendance à l'oublier. Mais est-ce que c'est encore excitant pour toi? Oui, c'est encore excitant. Mais je comprends que tu perdes tes illusions en la politique. Un peu.
Ben, comme peut-être pas mal de monde aussi. Ben oui, puis 2014, c'était avant l'élection de Trump en 2016. Puis je pense Certes. que Ouais. ça a changé le paysage politique aux États-Unis, mais ça a changé le ton politique à travers le monde aussi. Parce Au Québec, mine de rien, ça a fait son bout de chemin. Et on peut le voir maintenant aussi. Oui, le populisme, c'est comme emparé de bien des partis. L'extrême droite aussi est beaucoup plus forte, beaucoup plus vocale qu'elle l'était. Les réseaux sociaux ont changé bien des trucs. Tu sais, je lisais un livre sur les changements qui s'opèrent dans le journalisme, justement, qui parle un peu des invasions barbares aux yeux de certains puristes du journalisme, puis d'autres qui veulent que ça change. Puis il disait, c'est quand même fou que, mettons, Twitter, en 2011, c'était un endroit fiable pour aller... pour les sources. Pour aller sentir le pouls des gens pendant le printemps arabe, par exemple. Puis que 5 ans plus tard, en 2016, quand il y a eu l'élection présidentielle américaine, c'était le fourre-tout des fausses nouvelles. Puis, tellement. C'est extrêmement rapide. Ça veut dire qu'il y a des groupes d'intérêt qui voient que là, il y a un potentiel là, puis qui s'en vont l'infiltrer. Qui l'infiltre et qui monopolise aussi et qui crée. Écoute, il y a tellement de fausses informations, ça devient littéralement un peu dangereux d'aller là-dessus sur Twitter. Mais t'es encore sur Twitter, tu vois. Moi, je suis encore sur Twitter, mais je réponds très peu. Je partage du contenu. Je suis encore un vieux jeu qui voit les réseaux sociaux comme une plateforme de partage d'infos, de contenu, d'articles, tout ça. Je vais répondre des fois des affaires un peu drôles quand c'est léger, mais tu sais, j'ai bloqué, je pense, 2000, 3000 comptes à date. Ah oui? Oui. Oui, dès que des gens sont... que c'est des comptes factices qui ont été créés le mois passé, puis qui sont juste dans l'insulte ou dans les théories du complot. Moi, j'ai aucune patience pour ça, parce que je veux pas que mon fil soit pollué de ça de toute façon. Mais en même temps, tu trouves pas que justement, ça revient encore au truc de prendre le pouls que du monde qui ont des théories du complot. Définitivement, avec la COVID... Je trouve que ça a encore plus éclaté, plus que jamais. Là. Je veux dire, on en a... Ouais. Tout le monde, je crois, de près, connaît au moins une personne qui a des idées farfelues. Ouais. Et quand je dis farfelu, ça peut aller très large. Là. Ça peut aller dans des drôles de zones où tu fais... OK, c'est vraiment... Et on s'en est tous rendu compte que ça soit même un oncle ou une tante ou quelqu'un... Et quand tu vois justement ces gens-là qui vont avec les théories du complot, tu ne penses pas... Ben oui, on peut essayer d'identifier les faux comptes, mais il y a quand même aussi des vrais gens qu'on estime et qu'on peut aimer qui sont de même. Il y en a, mais tu sais, ceux qui sont vraiment très actifs, c'est vraiment une infime minorité. Je pense qu'il disait aux États-Unis, il y a comme 20 comptes qui sont responsables, ou je ne sais pas combien, là, mais quelques dizaines de comptes qui sont responsables des fausses nouvelles qui roulent qui roulent le plus. Mais c'est aussi tu sais, c'est que les réponses les plus farfelues, comme tu dis, c'est souvent les réponses les plus simples. C'est ce qui percole le plus. T'as peut-être vu aussi depuis 20 ans que le discours nuancé, mais le discours aussi approfondi, les intellectuels, ce qui est vraiment plus profond, on l'entend moins. On l'entend moins parce que c'est pas quelque chose qui percole, c'est pas quelque chose qui est fait pour les plateformes de réseaux sociaux, parce qu'il faut prendre le temps de lire, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut digérer les choses, on peut pas être toujours réactif là-dessus. C'est ça, il faut pas être juste dans l'émotion. Mais c'est ça. C'est le problème aussi. C'est qu'il faut faire fonctionner le cerveau, puis ces plateformes-là, c'est pas fait pour... c'est pas fait pour faire fonctionner le cerveau. C'est pour ça que moi, je propage du contenu là-dessus, mais c'est du contenu souvent lourd. Où est-ce que, là, il faut que tu te concentres à faire ça, que tu le lises, que tu le digères, que tu... Puis tu suggères, et je dois le dire, si vous n'êtes pas abonné aux pages de Jean-Philippe, s'il vous plaît, faites-le, parce que je me suis souvent pris dans les pattes dans certaines lectures que tu suggères, que finalement, c'est un bon 25 pages et d'articles, mais qui va en profondeur. Puis et inévitablement, quand je regarde ça, je me dis, tu sais,
Toi, est-ce que, bon, tu te définis comme journaliste avant... T'es quoi exactement? Des fois, je me demande, des fois, je me dis, Jean-Philippe Cipriani, homme de médias. Oui, hein, c'est une bonne... Peut-être. C'est une bonne idée. Je dis journaliste la plupart du temps, mais chroniqueur... Mais chroniqueur, journaliste, mais aussi rédacteur en chef, que j'ai été. Que j'ai quitté... On va d'ailleurs en parler un peu plus. Après 3 ans. Oui. Mais, tu sais, je veux dire, tout ça, tous ces rôles-là... Tu sais, j'ai été gestionnaire, on a fait ensemble des émissions de radio qui étaient plutôt drôles. Oui. C'était quasiment une tâche d'humoriste, même si je suis pas humoriste dans la vie. Non, t'as quand même eu ton petit papier avec ta nomination au Gala des Oliviers à cause de ce show-là. Exactement. On va le nommer quand même, les Bronzés font de la radio. C'est comme ça que Jean-Philippe et moi s'est rencontrés en 2013-14, je me souviens plus. Émission culte. Émission culte. Ouais. Les gens parlent beaucoup. Une saison à Radio-Canada et ici. Et un spécial de Noël. Et un spécial de Noël. Et comme ça, on s'est mis à écrire des jokes. On avait, toi et moi, pas vraiment fait ça dans la vie. Puis finalement, c'était très agréable. Mais avant ça... Parlons de avant, en fait, de notre rencontre. Tu viens de Québec? Oui. OK. Ouais. Et avant de venir étudier, parce que tantôt on parlait de l'UQAM, que tu as étudié à l'UQAM, mais avant de te retrouver à Montréal, tu sais, moi, j'aime ça parler du fait comment le violon est arrivé dans ma vie super jeune. 5 ans, paf, bon, je l'ai déjà raconté. Mais toi, l'hameçon, comment t'as mordu à l'hameçon des médias? Comment ça l'hameçon du journalisme, ça a été clair assez tôt. Bien clair. Tu sais, je viens d'une famille pas riche, mais une famille riche intellectuellement. Ma mère était vraiment une intellectuelle qui a été chercheur en droit, qui a été juriste, avocate. Mais avant ça, elle a eu une autre vie où est-ce qu'elle était... elle et mon père avaient un restaurant. Dans le Vieux-Québec pendant presque 10 ans, puis qui a finalement fait faillite. Donc, et après, elle s'est réinventée. Donc, elle a... Ça, je ne savais pas. Oui, elle s'est réinventée. À la fin de la trentaine, elle est rentrée à l'université pour faire son bac en droit. Ensuite, maîtrise, doctorat. C'était vraiment Wow. Puis c'est une féministe très convaincue. Donc elle a... elle m'a transmis d'ailleurs pas mal ça, mais pour elle, le droit, c'était la manière de faire avancer la cause des femmes. OK. Oui, surtout dans ces années-là pour elle, parce que elle avait 30 ans, c'était quoi les années? Ben, ça a été les années notamment de Chantal Daigle c'est ça. Qui demandait le droit de pouvoir se faire avorter. C'était des années chaudes, quand même. Oui, c'était toutes les années de... Il y a un livre fabuleux qui s'appelle Backlash de Suzanne Faloudi qui parlait du backlash que le féminisme va amener, c'est-à-dire les hommes n'aiment pas les changements de paradigme, pour prendre un cliché. Puis c'était un peu dans cette foulée-là qu'on a pu voir ce qui s'est passé à Polytechnique, qu'on a pu voir ce qui s'est passé ailleurs. Puis on a un nouveau backlash aussi qui se fait maintenant, là, le documentaire de Léa Clermont-Dion sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça. Que tu as vu? Que je dois voir. Okay. Que je dois voir, mais je veux dire, c'est un discours qu'elle a et qu'elle étudie depuis longtemps. Elle en parle depuis longtemps. Mais donc, ma mère, c'était ça. Puis ma mère aussi avait une bibliothèque formidable de livres, à peu près tous les livres de poche. Fait que moi, déjà très, très jeune, j'ai commencé à lire Hervé Bazin, Vipère au point, ensuite André Gide, Camus. J'étais très, très... Tu sais, je lisais le Devoir à 10 ans, puis je lisais ce genre de livre-là un peu tôt. Mais t'as appris à lire tôt aussi. Plutôt que la moyenne nord, un peu? Pas tant? Pas tant. Puis aussi, c'est juste que c'est venu facilement. C'est venu facilement, puis aussi, est-ce qu'on a le droit de le dire vraiment que tu es un lecteur, que tu es capable de pratiquer une certaine lecture rapide que moi, je ne maîtrise pas du tout? Oui, j'en repère un peu en vieillissant, j'ai l'impression, mais à moins pratiquer, parce que quand je faisais Plus on est fou, plus on lit, c'était 2 livres, la plupart du temps, 2 essais par semaine. Donc oui, je faisais une lecture rapide. C'était vraiment... j'avais une efficacité... d'organisation des mots. Oui, puis d'organisation de la tête aussi, d'être capable de synthétiser l'idée de ce qu'il y a dedans assez rapidement, puis de la transmettre à la radio. Mais ça, c'est une de tes forces. Ça a toujours été une de tes forces. Même en dehors pour Plus on est fou, plus on lit, je veux dire, en général, même quand on discute avec toi,
as un esprit de synthèse, puis tu es capable de faire des liens très, très rapidement. Puis je pense que, mine de rien, c'est une qualité pour un journaliste, parce que si tu n'as pas cet esprit de synthèse, un article, ça peut être long, ça peut être long à développer. Ouais. Puis limite, rendu là, t'es mieux de faire presque une enquête que... Mais souvent, en journalisme, la concision est plus difficile, en fait, que de s'étendre vraiment longtemps sur le sujet. Fait il y avait ça, il y a comme ce milieu-là dans lequel j'ai baigné. Puis, déjà jeune, avec ma mère, c'était regarder. Le téléjournal, à l'époque, c'était le rendez-vous. C'est plus ce que c'était maintenant, le bulletin de 22 heures. Mais quand j'étais jeune, alors qu'on avait 4 postes avec le UHF, là, on regardait ça. Puis je regardais Francine Bastien, qui était correspondante à l'étranger. T'avais Pierre Nadeau. Puis quand ma mère travaillait pendant un temps au ministère de la Justice, puis le midi, elle m'appelait pour que je lui fasse écouter le bulletin de nouvelles à la télé quand le communisme était en train de tomber, quand il y avait eu la tentative de coup d'État contre Gorbatchev. Donc, il y a tout ça, il y a s'imprégner de ces nouvelles-là, puis ça me fascinait. En fait, c'est un peu la curiosité, la curiosité et essayer de comprendre comment fonctionne le monde. Et tu sais, je suis un avide, puis je suis encore comme ça, là. S'il y a quelque chose que je sais pas, il faut que je le google, faut que j'aille comprendre ce que veut dire tel mot, c'est quoi ce concept-là, de quoi on parle quand on parle de tel événement. Moi, je suis un petit peu un boulimique des médias là-dessus. Mais tu sais, tout le long de mon secondaire, j'étais un peu nerd, on peut le dire. Mais après, ça va être tellement cliché parce qu'il y a tellement de monde qui va dire ça, mais en secondaire 3, j'ai commencé à faire de l'impro, puis là, c'est comme si le monde social s'était ouvert autour de moi. T'as fait de l'impro, ça, je ne sais pas au courant. J'ai fait de l'impro. Que le nombre d'humoristes beaucoup. Avec qui je discute, ils ont tous fait de l'impro. Puis c'est au moment qu'ils ont fait de l'impro qu'ils ont découvert exactement ce que tu viens d'écrire. Ouais. Mais sachant ce que tu fais maintenant, je trouve ça intéressant que ça a été le même terrain de jeu. Oui, c'est là que la communication vient aussi. Je veux dire, à la fois, oui, je m'occupais du journal étudiant quand j'étais au secondaire, mais en même temps, j'avais cette soif-là qui s'est développée. Puis, j'étais avec des amis qui sont maintenant comédiens, puis c'est eux qui m'ont aussi fait me poser la question, est-ce que vraiment je veux faire du journalisme, ou c'était entre le journalisme puis le jeu. C'était l'un ou l'autre. Ouais. Moi, je voulais être comédien ou journaliste. Ma mère m'avait aussi un peu transmis l'idée de devenir d'étudier en droit. Ça, d'ailleurs, je suis surpris que tu ne l'aies pas fait. Oui, je me suis posé vraiment la question, mais on dirait que c'est un milieu qui, je sais pas, je le sentais pas. Tu le sentais pas, non? Je le sentais pas. Je veux dire, si j'avais fait mon droit au final, j'aurais probablement fini par commenter le droit dans dans les médias ou quelque chose comme ça. Mais aussi, tu es terriblement curieux. Je veux dire, une fois que tu te lances dans le droit, c'est sûr que tu touches à toutes sortes de problèmes, de situations, mais te connaissant, t'aimes tellement de choses que ça aurait été un peu difficile, je pense. Oui, c'est la grosse difficulté de ma vie, c'est ça. C'est que j'aurais aimé avoir plein de vies différentes à développer. Différemment, j'ai toujours l'impression que je peux encore la recommencer, alors que c'est pas le cas. Mais tu sais, devenir comédien, c'était vraiment quelque chose qui me titillait. Puis au final, j'aurais probablement pas été très, très bon parce que faut s'abandonner. Hein. Faut être capable d'avoir vraiment un abandon que moi, j'ai de la difficulté à avoir parce qu'il faut que je contrôle les choses. Faut que je... Donc, c'était... Mais j'ai une admiration. C'est pour ça, en fait, que beaucoup de mes amis sont comédiennes, comédiens, parce que j'ai une admiration énorme devant ce qu'ils sont capables de faire, devant l'abandon qu'ils ont, la justesse aussi de ce qu'ils sont capables de faire. Puis, tu sais, je dis souvent ça, c'est aussi difficile de bien habiter un personnage, de réussir vraiment une scène. C'est très difficile. C'est aussi difficile de faire ça que de faire pour un plongeur olympique, de réussir sa routine pour avoir les points, ou pour un musicien classique de réussir son solo. Il
il y a certaines personnes qui sont vraiment des virtuoses là-dedans. Là. Ah ouais, c'est des incarnateurs. C'est des gens qui incarnent, qui sont capables, littéralement. Là. Puis moi, ce qui m'impressionne le plus avec les comédiens, c'est les offset, onset. Mettons, il y a une pause. Les autres, ils vont parler, ils vont faire une blague, ils vont dire « OK, on recommence. » Puis écoute, c'est une transformation. Tout d'un coup, paf, ils sont quelqu'un d'autre. Même tu le sens dans le corps, c'est justement incarné rapidement une autre vie. Ouais. Non, mais t'aurais pu faire ça, mais en même temps, c'est quand même... Écoute, c'est complètement à l'opposé quand même ce que tu fais dans un certain sens. Oui. Puis tu sais, t'es dans les faits, t'es dans le réel. Absolument. Mais tu sais, puis ça m'a un peu... Disons, je me suis inscrit dans une idée au départ du journalisme qui était sérieuse, tu sais, vraiment une espèce de chasse gardée et tout ça. Au début, j'étais beaucoup comme ça. Puis d'après, de voir que, finalement, le mélange des genres, pour moi, ça me fait moins peur que ce que je pensais. Puis c'est pour ça, après, que j'ai dévié en faisant des trucs plus drôles, en faisant... Mais ça, avant, comme tu dis, de la chasse gardée, justement, cette vieille école du journaliste... Quand est-ce que tu es arrivé à travailler, mettons, justement, à Radio-Canada? Parce que, parce que allons du début de ce début-là. C'est-à-dire, je suis venu à Montréal pour étudier à l'université. Là. J'ai fait mon cégep à Québec, puis je m'en venais à Montréal, à l'UQAM, en journalisme, parce que c'était le meilleur programme qu'il y avait pour ça, puis j'avais été accepté. Donc, et donc, la deuxième année, j'ai été pris pour le stage, mais au soleil à Québec. Donc, je suis retourné passer mon été à Québec. Ce qui a été très formateur quand même. Mais à travers tout ça, je travaillais. Tu sais, je travaille depuis que j'ai 15 ans. J'ai toujours travaillé en dehors. Donc, j'ai travaillé comme vendeur chez Tristan America. J'ai travaillé dans des cafés. J'ai été... un peu partout. Partout. J'ai toujours eu une tête qui faisait beaucoup de trucs en même temps. Donc, et en revenant donc ici après le stage, je recommençais à travailler dans un café en même temps que c'était ma dernière année de journalisme. Puis il y avait un papier qui était à l'atelier de journalisme, écrit à la main. On cherche des rédacteurs au sport à Radio-Canada. Pour le site web. Bon. Mais là, tu as quel âge environ? J'ai 20 ans. T'es-tu sérieux? OK, c'est jeune, là. Ouais. Donc, t'es... Non, on est 20... Ouais. En fait, j'ai 21. J'ai 21 parce que c'est tout de suite après... Après le 11 septembre. Oui, exactement. OK. J'ai 21. En fait, c'est juste à... Ouais, c'est vraiment juste après le 11 septembre. Je m'en vais là, puis le patron des sports qui est là, il me questionne un peu sur mes intérêts sportifs, qui étaient, somme toute, limités. Je vais le dire, là. Tu sais, j'aimais regarder le sport. Tu fais du sport, surtout. J'en faisais pas autant à ce moment-là. Là, mais je veux dire, t'es pas la personne qui manquait pas un match de football. Non. Puis je connaissais pas les numéros des joueurs par cœur. Puis, tu sais, j'ai étudié avec un collègue qui, lui, aussi s'en allait faire ce test-là avec le patron. Puis lui, je veux dire, il savait s'il était gaucher ou droitier. Là. Il connaissait tout par cœur. Les stats. Les stats, exactement. C'est vraiment des férus de ça. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était les histoires derrière le sport. C'est pas vraiment le sport en tant que tel, même si c'est assez spectaculaire à regarder. C'est un peu qu'est-ce qu'il y a à aller chercher derrière, c'est quoi les sacrifices qui sont sous-jacents à faire une carrière professionnelle et tout ça. Donc, et ce qu'il cherchait avant tout, lui, faut se remettre dans le contexte, l'Internet est pas aussi fort qu'il est maintenant. Non, absolument pas. Le site web des sports, c'est beaucoup des anciens journalistes télé, radio qui finalement sont relégués là, au site web, qui n'a pas l'aura qu'il a maintenant, là, le journalisme. Alors, pour la plupart, ils écrivent un peu comme ils écrivaient à la télé ou à la radio. Ils vont mettre des fois des virgules entre le sujet et le verbe parce que c'est là qu'ils font leur pause quand ils vont livrer le bulletin à la télé ou à la radio. T'sais. Ça, c'est drôle. Alors, il y avait besoin de gens qui savaient bien écrire. Okay. C'était ça le premier critère. Alors, c'est moi qui ai été embauché parce qu'il m'a dit, la matière, tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre, tu vas te plonger là-dedans, puis c'est ça tes devoirs. Il va falloir que tu te plonges là-dedans, puis, mais tu es déjà capable d'écrire.
Puis c'est comme ça que je suis rentré au site web. C'était exactement le 11 novembre 2001. Donc, un mois après on s'en souvient. 11 octobre 2001, excuse-moi. Un mois après le 11 septembre. Wow. Qui m'a dit « OK, je t'embauche ». Et c'est allé très vite à partir de là, parce que déjà, j'étais supposé être à temps partiel le week-end. Puis finalement, j'étais en train de finir mon bac aussi entre-temps. Puis finalement, il y a les Olympiques qui commencent. Puis mes rédacteurs aux Olympiques, et je m'arrange avec mes profs. C'était les Jeux de 2002 à Salt Lake City. Je m'arrange avec mes profs pour pouvoir... T'es tellement jeune, man. Oui, je suis jeune. Je suis très jeune. Mais t'étais le plus jeune dans la gang? Oui. Wow. Ouais. J'étais le plus jeune. C'est un peu cool quand même, non? C'est cool, mais c'est trop vite. Mais parce que, et comme mon boss me disait, tu sais, je performais. J'ai toujours été quelqu'un qui performe quand même. Mais il dit, une fois que tu atteins ça, tu peux juste décevoir après. Fait que c'est dangereux quand tu performes, parce que tu risques de plafonner, ou en tout cas de donner l'impression de plafonner. Mais en même temps, tu faisais des sports qui étaient rédacteur d'espace, correct, mais en même temps, c'était pas vraiment ce que tu rêvais. Non, mais je veux dire, tout de suite après les Jeux, où est-ce que ça s'est bien passé? En fait, pendant les Jeux, j'étais chef de pupitre. T'es rendu chef de pupitre? J'étais chef de pupitre pendant les Jeux pour... T'as pris le métier à ça. Exact. Puis tu sais, ensuite, ils m'ont mis pour couvrir le Canadien, alors que j'étais vraiment un genou là, pour faire ça. Mais puis tu sais, je les ai appris, mes joueurs, mes dossards, tout ça. Mais tu sais, ce qui m'intéressait, mais je posais quand même toujours, tu sais, en conférence de presse avec le coach, je posais des fois des questions qui étaient complètement... autre que ce que ceux qui sont sur le beat habituellement font, vont poser comme question, parce que moi, j'ai pas les mêmes champs d'intérêt, tu sais. Non. Puis des fois, je déroutais un peu même le coach qui comprenait pas exactement c'était quoi que je posais comme question. Mais tu sais, donc ça a commencé comme ça, puis par après, chef de pupitre, j'ai demandé est-ce que c'est possible d'aller aux nouvelles générales. Puis finalement, ils m'ont transféré aux nouvelles générales par la suite. C'est là, ça il y a eu que la tu guerre souhaitais plus. Oui, c'est ce que je souhaitais le plus. Puis il y avait la guerre en Irak. Ouais. Donc, je m'occupais du site web pendant toute la nuit pendant la guerre en Irak. On recevait des vidéos épouvantables de gars qui se faisaient décapiter. Là. Je veux dire, c'était vraiment une... C'était un peu... l'Internet allait meilleur, allait mieux, mais c'était un Far West quand même. En fait, on recevait ça dans les fils de presse télé, parce que le filtre, c'est les journalistes qui le font, c'est pas nécessairement l'agence de presse, même. Davantage maintenant, mais à l'époque, on savait pas trop comment situer, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on montre, ça c'est assez clair, là, mais qu'est-ce qu'on montre pas surtout. Fait que c'est ça, mais éventuellement, tu sais, j'étais chef de pupitre, j'étais jeune et tout, il y avait du beau potentiel à faire là, mais ce que je voulais aussi, éventuellement, c'était faire du terrain. Fait que j'ai fait une espèce de stage caméra, radio qu'on a fait encore à Québec. On vient toujours à Québec. C'est ça, hein? Mais c'est ça. Stage que tu es allé faire à Radio-Canada de Québec. Oui, en fait, ils ont pris une gang, beaucoup de Montréal, mais ils ont amené à Québec. Puis on a fait une espèce de gros stage. Et après, c'était qui veut m'embaucher à travers le Canada. T'sais. Fait que j'ai envoyé mon CV à peu près dans toutes les stations. Finalement, c'est Trois-Rivières qui m'a dit... on te prendrait. Fait que je me suis dit, est-ce que j'avais une amie qui habitait là-bas? Je pouvais squatter chez elle un peu. Ouais. Mais je me suis dit, là, il me faut une voiture. Fait que je suis allé m'acheter une auto. Puis je suis allé... c'est ça. J'ai commencé... J'ai été 1 an à Trois-Rivières jusqu'à temps qu'on me rapatrie comme journaliste au sport. OK, on revient au sport. À la télé à Montréal. Télé-radio, en fait. Et c'est là que cette période-là de sport, ça a duré quoi? Combien d'années? 2, 3? Ouais, quelques années. Puis, tu sais, en fait, j'étais un peu barouetté. Tu sais, à Radio-Canada, à l'époque, on est des surnuméraires, donc des temporaires, si tu veux. Puis, si t'es temporaire, mettons, très, très longtemps dans un poste, tu vas finir par dépasser tout le monde sur la liste de rappel, puis par t'accumuler beaucoup de choses. Moi, mes intérêts étant très large,
j'ai été rédacteur, journaliste, recherchiste, chef de pupitre. Je me suis promené au sport, aux nouvelles générales, aux arts, aux émissions, à l'émission jeunesse, là, RDI, RDI Jeunesse. Donc, c'était... Mais c'était à quel moment que donc j'accumulais pas sur la même liste. Donc, finalement, je faisais juste me promener d'un endroit à l'autre. Là, Et c'était quand que tu as eu la job stable dans cette maison-là comme journaliste, qui représentait... Tu l'as jamais eu? Comme journaliste, je l'ai jamais eu. Je suis parti en 2012, justement, parce que c'était... Soit vous me permanentisez en volant, là, c'est-à-dire de pouvoir faire n'importe quoi, ou soit donnez-moi comme un beat, quelque chose sur lequel je vais pouvoir me concentrer. J'étais sûr que tu l'avais été un peu. Non. Puis j'ai eu l'offre à ce moment-là de lancer le Huffington Post. Fait que j'ai quitté pour lancer le Huffington Post avec Patrick White. Je suis resté là. C'est cher Patrick White qui est professeur, Lucas, maintenant. Oui, exactement. Très aimé de ses élèves. Donc, ça a été 1 an, puis c'est une école formidable aussi de lancer un média à partir de rien. Ça devait être fou, ça. C'était fou. On a travaillé comme des débiles, mais c'était... Puis c'était moi qui étais le chef de pupitre / red chef, parce que Patrick était red chef / éditeur. C'était pas très, très clair. C'est ça. Okay. Mais l'idée, c'était, comment est-ce qu'on fait pour aller chercher beaucoup de tirants, aller chercher vraiment un public. Puis c'était l'été 2012, donc c'était la grève étudiante. Alors on a vraiment misé là-dessus. On a été le plus proactif là-dessus. Sur le terrain, justement. C'est de même que l'Offpost est un peu devenu quelqu'un dans le monde des médias québécois. Donc, aïe, quand même. Et là, quand moi je t'ai rencontré en 2014, donc tu revenais. Ouais, j'ai passé 1 an et 1 à 2 ans à Télé-Québec pour faire une série. En fait, je travaillais sur une série documentaire / magazine sur le droit. Donc, qui s'appelait le droit de savoir. J'avais travaillé avec eux autres pour des capsules pendant 2 saisons. Puis finalement, la dernière saison, on l'a fait vraiment, c'était moi qui la leadais avec eux autres. Puis en même temps, je venais de faire une série documentaire sur le sport, au nom du sport, qui allait justement chercher ce qui était derrière ce dont je parlais tantôt, les sacrifices, ce qui est derrière la grande histoire, ou en tout cas l'image qu'on s'en fait, avec plein de métiers liés au sport. C'était pas juste l'athlète, c'était aussi l'entraîneur, c'était aussi l'arbitre, tous les rôles qu'on peut imaginer. Oui, le personnel soignant. Fait que c'était touché à ça. Puis quand on s'est rencontrés, et à travers tout ça, j'avais commencé aussi Plus on est de fou, plus on lit. Oui, en effet. Je faisais ça en même temps. Et la soirée est encore jeune aussi, pendant les 2 premières années. Donc, c'est ça que j'ai fait surtout de 2012 à 2014. Je suis assez éparpillé, mais je carburais à ça. C'est drôle parce que l'autre fois, je parlais de toi avec des gens, puis c'était drôle parce qu'il y a certaines personnes disent « Ah oui, je me rappelle de l'avoir déjà vu à la télévision, interviewé justement un truc de sport. » Ou bien, tu sais, 2, 3 affaires. Mais quand même, si on est franc, les gens te connaissent davantage à cause de Plus on est de fou. En majorité, la plupart des gens, quand je dis ton nom, ils font « Ah oui, le gars de Plus on est de fou. » 7 ans quand même. Quand même. Puis ce que je trouve intéressant à travers ça, c'est que on touche un peu plus à la personnalité de M. Cipriani. Et comme tu disais tantôt, tu parlais de ce nouveau type de journalisme dans lequel, justement, arrêter d'être froid, essayer d'être un peu plus personnel, un peu plus proche. C'est un journaliste qui te plaît, ou c'est quelque chose que tu trouves qu'il faut faire attention ou faut se distancer? Moi, je t'avoue que je me pose constamment cette question. Oui, mais ça dépend où tu officies. Je sais pas comment Ah oui? Oui, j'ai l'impression. On n'aura pas le même ton à RAD, par exemple. Ça, c'est vrai. Qu'on va avoir si on fait une converse à RDI l'après-midi. C'est pas le même public, c'est pas le même, c'est pas le même processus non plus pour c'est pas le même public, mais quand même, il y a une personnalité qui vient. Surtout, moi, je pense beaucoup à ça parce que je sais que toi puis moi, on aime bien regarder du côté des États-Unis qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu suis encore un peu les médias là-bas? Oui, évidemment. Tu sais, c'est rendu que les annonceurs ont quand même des personnalités tellement fortes et à peine ils vont annoncer une nouvelle que déjà
on peut sentir certaines opinions. Il y a pas, des fois, c'est pas neutre. Et moi, je trouve ça un peu difficile à regarder. C'est une idée, c'est des idéologues avant tout qui sont là. Puis c'est pas nécessairement des journalistes. Machin Nanetti n'est pas un journaliste dans la vie. Mais ce qui est drôle, parce que c'est drôle que tu parles de ça, parce qu'on a aussi la même passion, notamment pour les late shows, puis surtout les shows d'information humoristique aux États-Unis. C'est drôle que à la droite, il y ait des réseaux de nouvelles, des Fox News, des grandes gueules, mais maintenant il y en a plusieurs autres, là, OAN aussi, qui donc se prennent au sérieux. Et le balancier de ça, le pendant de ça, c'est des humoristes qui font de l'humour avec... Donc, et c'est comme la réponse à ça, alors qu'il n'y a pas vraiment un équivalent Fox News de gauche. Ouais, tu veux dire d'humoristes qui font le même boulot un peu ils font le contrepoît. Ils font un peu le contrepoids à ce qui est à droite. C'est des humoristes. C'est John Oliver, c'était Jon Stewart. C'est même, comment il s'appelle, celui qui était à Jon Stewart, qui maintenant il a son show. Il y a Colbert quelque part, avec son personnage, tu sais. Exactement. Donc, il n'y a pas vraiment un Fox News de la gauche. Il y a quelques têtes, quelques émissions qui ont quand même pas le même type d'audimat. Puis il n'y a pas non plus des humoristes vraiment de droite qui vont être... ils n'ont pas, en tout cas, cette audience-là. Ils n'ont pas d'émission. Il y en a, mais mais c'est pas sur des chaînes de télévision, c'est plus dans le milieu du podcast. C'est plus dans ces affaires-là qui ont aussi beaucoup d'influence. Énormément. Ouais. C'est juste qu'ils sont moins... Ils sont très vocales. Ouais. Mais on les voit pas... C'est vrai, on les voit pas à la télévision. Carrément. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'est une bonne question. Pourquoi ils sont pas présents? Pourquoi ils baissent? Est-ce que c'est baisser les bras ou est-ce que c'est justement une perte de financement? Je pense aussi que pour eux, si vous voulez en parler, venez à mon podcast. Ça, c'est la réponse qu'ils vont dire, parce que c'est là qu'ils vont engranger des revenus aussi. Là. Joe Rogan, ça fait beaucoup d'argent. Oui. Le podcast le plus écouté de la planète Terre. Oui, exactement. Quand même, mine de rien. Tu l'écoutes-tu des fois? Des fois, mais c'est long. C'est long. Dieu que c'est long. Mais il y a des bons invités, vraiment. Il y a des bons invités. Des fois, quand il y a un invité qui m'intéresse... tu plonges. Oui, mais tu sais, je vais avancer. Il y a aussi une fonction magnifique sur les lecteurs de podcasts qui te permet d'écouter plus rapidement. Oui. Mais t'as-tu écouté Mark Zuckerberg, justement? Il vient de passer une semaine. Il est sur ma liste. Là. Je l'ai mis de côté, mais il est quand même arrogant, on lui donnera. Aussi étrange le personnage est-il. J'aime quand même des affaires qu'il dit des fois, mais des fois, ça n'a plus de bon sens. Mais ses invités, c'est le spectacle. C'est ça, le grand spectacle. Ouais. Non, mais lui, tu sais, ce qui manque, c'est un peu aussi ce qui manque à plein d'animateurs radio qu'on ne nommera pas, c'est une équipe qui vérifie les trucs avant qu'ils les disent. Une équipe de recherche. Ils sont deux. C'est ça. Tandis que lui, il dit ce qu'il pense, ce qu'il croit, ce qu'il a entendu, tu sais, et les gens vont prendre ça pour du cash, là, les théories qu'il a propagées pendant la pandémie. Là. Puis c'est les gens qui ont invité aussi. Oui, mais quand un athlète dit moi j'ai écouté Joe Rogan puis il a dit ça, fait que je le crois, je te dis mais les gens aussi sont bizarres dans leur consommation de considérant que Rogan est un spécialiste nécessairement, c'est peut-être pas en tout cas, je dirais peut-être en lutte ou en UFC, j'y fais confiance, je pense qu'ils connaissent ça, du monde qui se font taper dessus, mais peut-être je ne demanderai pas en tout cas. Mais donc c'est ça, donc ces trucs de droite là, peut-être c'est ça, peut-être c'est là qu'on les retrouve, mais c'est vrai que c'est intéressant cette espèce de dynamique. Mais au Québec, est-ce que c'est un peu la même chose, en fait? C'est un peu le même reflet, non? Que les chaînes américaines, je trouve pas. Non, mais je veux dire, dans la façon de réagir face à la droite, face à l'humour. Tu penses pas? Peut-être. Disons qu'on est plus soft là, que de mais là, on est moins violent dans les commentaires. Oui, puis notre système politique est tellement différent aussi que ça amène ça. Mais là, avec les élections, toi, comment t'envisages ça? Là? Tu regardes ça... Est-ce que tu vas avoir à travailler? Parce que, faut le dire, tu as été rédacteur en chef à l'Information pendant, tu as dit, 3 ans.
3 ans, oui. Que tu as quitté il y a à peine 3 mois, je pense. Oui, au mois de juin. En fait, c'est ça. Ouais. J'ai été embauché comme rédacteur en chef au numérique, au départ, surtout. Puis par la suite, j'ai transféré à la radio. Donc, puis où est-ce que je m'occupais de l'émission Midi Info comme rédacteur en chef, puis de tous les balados de l'information à Radio-Can. Donc, c'est pour ça que mes dernières années, ça a été plutôt d'écouter nos balados que les autres. Ici que ceux de l'étranger. Là. Puis oui, donc ça a été une expérience super enrichissante, là, vraiment, vraiment le fun, mais qui me comblait pas d'être gestionnaire. C'est drôle à dire. Tu sais, être gestionnaire en plus pendant une pandémie, ça a occupé beaucoup. Tu sais, c'est un système D, puis il faut que tu réagisses, faut réorganiser une salle de nouvelles, il faut réorganiser qui s'assoit où, comment est-ce qu'on distancie les gens, puis avec les locaux qu'on a, c'est aussi de rassurer des gens qui arrivent dans ton bureau puis qui sont comme tétanisés de peur devant ce virus-là qu'on ne connaît pas au départ. Donc, et moi, à travers tout ça, il y a la pandémie. Moi, j'ai la naissance de ma fille, premier enfant. 1 mois et demi après, ma mère décède. Quelques mois après, mon père aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de bouleversements personnels mélangés à tout ça qui me font dire est-ce que je suis heureux comme gestionnaire? Parce que quand tu es gestionnaire, tu peux plus... c'est un vœu d'obéissance, c'est-à-dire je peux plus m'exprimer, j'ai plus le droit de faire du journalisme, d'être dans le contenu. Je travaille avec des équipes écœurantes, formidables, qui sont capables de faire des trucs extraordinaires, mais moi j'ai encore envie d'avoir les mains dedans. Fait qu'à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça qui me comble, ou est-ce que je veux retourner sur le terrain? Puis j'en suis venu à la conclusion que peut-être, encore une fois, c'est comme un peu l'histoire de ma carrière, je suis toujours trop jeune pour commencer les trucs que je fais, puis probablement que j'étais trop jeune aussi pour devenir gestionnaire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter après 3 ans, un peu plus de 3 ans. Quand même. Ouais. Puis tu te jettes un peu quand même dans le vide, là. Oui, on quitte... Si on dit la vérité. Ben oui, parce que c'est quitter une sécurité d'emploi, c'est quitter même un fonds de pension, là, des trucs de même. Puis c'est pas naturel chez moi aussi d'aller vers ça, parce que j'ai très très peur avec l'argent, moi. T'étais une des personnes les plus organisées avec l'argent que je connais. Tu m'as même donné des pas pires leçons dans le passé sur comment gérer ses affaires. C'est vrai, là, t'as toujours été très bon. J'ai connu deux faillites de mes parents, une professionnelle, une personnelle. Puis ça marque aussi. Fait que moi, dès que je pouvais, très très jeune, j'ai commencé à faire des investissements pour en avoir de côté. Je suis pas j'en ai fait des très mauvais aussi, mais de façon absolue, c'était de mettre l'argent en sécurité au cas qu'il se passe quelque chose. Ouais. T'as pas trop mis dans la crypto, j'espère? Non. OK, bravo. Mais là, justement, tu te lances là-dedans, un peu dans l'inconnu. Mais journaliste, là, t'es journaliste pour Radio-Can ou journaliste indépendant où tu peux faire... Je suis journaliste à temps partiel. C'est-à-dire, on ne dit pas journaliste parce que c'est dans la nouvelle émission de Marie-Louise. Marie-Louise m'est arrivée la semaine où est-ce que j'ai annoncé à mes patrons que je songeais à quitter mon poste. C'est un hasard, mais Marie-Louise Arsenault, avec qui j'ai travaillé à Plus on est de fou, plus on lit, puis qui est une amie, puis qu'elle m'a proposé que si... En fait, c'était des gros si à ce moment-là, parce qu'elle a dit, si jamais on devait arrêter Plus on lit, parce qu'elle était vraiment pas sûre de se lancer aussi. T'sais. Plus on lit, c'est quand même un méga succès, à la fois d'estime, puis c'était les meilleurs codes d'écoute dans la dernière année. Donc, si jamais on faisait une autre émission, est-ce que tu embarquerais? Puis moi, j'ai dit oui. C'est ce genre de rôle-là dans la nouvelle émission, dans Tout peut arriver, que je trouve trippant de faire une espèce de revue de la semaine, à la fois éditoriale, à la fois commentée et sonorisée, puis avec de l'ironie, puis de la nuance. Puis t'aimes partir des choses. J'aime partir des choses, oui. J'aime partir des choses. En fait,
peut-être je me tanne un peu trop vite après. Peut-être, mais c'est l'excitation de faire quelque chose de nouveau. Ouais. La première fois que ça sort en ondes, t'écoutes ça, oh my God. Puis là, de voir les réactions, il y a quelque chose de... Il y a un petit peu de folie là-dedans, là, quand même. Oui, là. puis c'est super grisant. Puis un mois ou deux après, tu fais comme... Tu essaies de te remettre dans le mood où est-ce que tu étais il y a un mois ou deux, puis tu dis que j'aurais fait les choses différemment. On apprend tellement à travers tout ça. Fait qu'il y a ça qui est à temps partiel, puis en même temps, là, pendant la campagne, parce que tu posais la question, puis j'écris pour l'actualité aussi. Okay. Donc là, tu suis tout ça. Surtout des questions économiques, parce que quand je suis revenu aussi au micro, après la soirée est encore jeune, j'ai quitté pour aller faire la chronique économique tous les matins avec Marie-France Bazot à l'émission du matin. Puis, tu sais, moi, j'avais aussi été journaliste économique à Radio-Canada avec Gérald Filion, puis tout ça, qui est un peu... Une bonne école. C'est extraordinaire. Je veux dire, Gérald, non seulement il est irremplaçable, mais c'est un mentor pour moi. Là. Ah oui? Oui, absolument. Un de tes mentors, un de tes nombreux mentors? Un de mes mentors. Parce que tu en as eu quelques-uns quand même. Oui. Mais parmi les importants, tu le nommerais, lui? Je nommerais... Qui d'autre tu nommerais? Marie-Louise, certainement. Marie-Louise Arsenault, oui, tout à fait. Qui t'a guidé un peu là-dedans à travers ça? Qui m'a appris comment est-ce qu'on fait de la radio pour que ce soit intéressant, pour que ce soit dynamique, pour que l'auditeur, pour qu'on parle à l'auditeur. Tu sais, j'ai eu comme mentor Bernard de Rome aussi à l'époque quand j'étais au téléjournal qui m'a appris à m'adresser à l'intelligence des gens. Puis Marie-Louise, c'est le médium radio. Je veux dire, puis et l'entrevue aussi, même si je suis pas un intervieweur dans la vie, la voir aller en entrevue. Les gens l'entendent, mais quand on est à côté d'elle, il y a une telle... j'ai travaillé avec beaucoup d'animateurs ou d'animatrices de radio. Il y en a qui, lorsqu'ils sont devant leur invité, une fois que la réponse part, ils regardent ailleurs. Ils sont pas... Elle est tellement là, elle est tellement concentrée, elle sait exactement où elle s'en va. Moi, je l'ai fait 2-3 fois l'émission comme pour jouer de la musique, mais aussi pour parler puis faire un truc sur des livres de musique classique, tout ça. Puis c'était assez impressionnant, mais écoute, je sais pas si elle prend de la caféine beaucoup, mais tout le niveau de focus qu'elle a sur chaque dossier, elle échappe pas un mot, pas un propos. C'est un peu, c'est assez impressionnant. Puis elle écoute vraiment ce que l'invité dit. Et elle est capable de rebondir là-dessus. C'est un joyau de la radio. Donc ces deux-là, ça serait le plus important? Ah oui. Je dirais ça. Il y en a beaucoup, là. Ah oui. Mais c'est cool quand même. Mais ceux avec qui j'ai travaillé, oui, certainement. J'ai travaillé avec Marie-Soleil Michon aussi, à Ça vaut le coup à la télé. Oui. C'est vrai, t'as fait ça aussi. Marie-Soleil aussi qui a une présence télé. Man, t'en as tellement fait des fois, ça, je trouve ça. Oui, j'ai fait beaucoup de trucs. Je pense que je disais oui à tout. Ce qui n'est pas toujours la meilleure chose. Bonne leçon à faire. Une bonne leçon pour ceux qui nous écoutent, mais des fois, il faut savoir mettre ses limites ou savoir où sont nos talles, pour reprendre une de tes expressions favorites. Mais oui. Mais tu sais, j'ai touché à tout. On parlait de comédien tantôt. J'ai joué dans 2 séries. J'ai joué un journaliste. C'est pas vraiment un rôle de composition. Dans quoi? J'étais particulièrement mauvais, d'ailleurs. Dans Blue Moon, oui, puis dans District 31 aussi, dans quelques épisodes. Oui, à l'époque où le journaliste était télé, c'était pas un journaliste de l'écrit, donc... OK. J'ai quand même... Il y a quand même ça qui est un peu enfoui en moi. Quand j'étais jeune, à 10 ans, je pense, 8 ans, 7-8 ans à peu près, je faisais de la télé à Québec avec Robert Gillet. Je sais pas si on peut le nommer maintenant. Mais il y a eu ça, des concours c'était Télé 4 à l'époque, là, Télémétropole, avec Vincent Bolduc, puis Vicky Paradis, celle qui chantait la chanson des Jeux olympiques de 2002, là, la candidature de Québec. Oui, là. Vrai. Mais là, disons, OK. Fait que tu sais, j'ai touché... Puis c'est pas parce que j'aurais voulu avoir une carrière de comédien maintenant, tu sais, je sais que mais
Mais juste d'avoir dit, hey, OK, ça, je l'ai fait. Je suis allé sur un plateau. Je suis contenté de ça. Mm-hmm. C'est formidable. J'ai pas besoin d'en faire plus. J'ai vu comment ça se passait. T'as ton checklist de fait là, pour ça. J'ai mon checklist, puis j'ai comme apprécié l'expérience de voir comment ça fonctionne. Avoir tes lignes, les dire, les reprendre, tout ça, ce stress-là, tu sais, c'est... C'est quand même le fun. Ouais. Mais suite à tout ça, sur comment justement la journaliste, là, c'est cool, on peut t'entendre, on peut te lire à l'actualité, on va pouvoir t'entendre au show de Marie-Louise. Ah oui, c'est ça, on va t'entendre, tu participes, il va sûrement avoir d'autres affaires qui vont s'ajouter. Est-ce qu'il, justement, on parle de listes à l'instant, des checklists, est-ce qu'il y en a encore des cases vides dont tu dois cocher dans les prochaines années que tu es impatient de faire, genre, écrire un livre? Oui, ça, oui. C'est-tu ça liste? Oui, puis c'est avancé. Mais, c'est avancé? OK. Oui, c'est avancé, en tout cas, en termes de contenu. Après, je sais pas s'il y a un éditeur qui va le vouloir. OK, mais ça, je savais même pas que tu étais plongé là-dedans. OK. Je suis plongé là-dedans, c'est un peu un récit. Évidemment, on écrit que sur soi. Là. C'est un peu ça. Donc, il y a ça qui est avancé, mais qui... tu sais, ma mère aurait voulu... Tu sais, ma mère était un peu... c'est une amoureuse de ses enfants. C'était un peu... ceux qui ont lu La promesse de l'aube de Romain Gary, c'est un peu ça, ma mère. OK. Cette foi-là en ses enfants pour qu'ils accomplissent des choses extraordinaires. Alors que nous, on connaît nos limites, mais peut-être qu'elle nous envoie moins que ce qu'on possède. Là. Ouais. Mais fait elle aurait voulu, je pense, de son vivant que je publie quelque chose, mais je me suis peut-être un peu trop éparpillé partout pour me concentrer là-dessus. Une des raisons pour lesquelles aussi je quittais mon poste de gestionnaire, un poste qui est prenant. Rédacteur en chef à l'Info, c'est prenant de 6 heures le matin jusqu'à 23 heures le soir. Ça n'arrête jamais. Fait que j'avais besoin aussi de temps du luxe du temps pour avancer ça. Oui, c'est mon souhait. Ma blonde m'a donné un deadline pour finir le premier manuscrit le 31 décembre. Donc, t'es sérieux? Ah, OK, 31 décembre? Ouais, fait que j'ai comme pas le choix d'accélérer la chose, mais c'est correct parce que je pense que je fonctionne mieux sous contrainte. OK. Ouais. Je suis très mauvais pour m'en assigner moi-même. OK. C'est cool, mais quand c'est d'autres qui le font, ou quand t'es journaliste, t'as des deadlines, il faut que tu respectes, t'as pas le choix. Le deadline de sa conjointe, c'est toujours un sacré deadline quand même. Ouais. Considérant la famille et tout le reste, n'empêche que c'est pas pire. Est-ce qu'il y a d'autres projets, à part les deux qu'on a parlé, qu'on pourra te suivre au courant de la prochaine année? Je sais pas, disons que déjà, c'est pas pour commencer, c'est pas mal. J'essaie de revenir graduellement aussi, puis je veux pas... précipiter trop. C'est sûr que l'actualité, je vais peut-être signer des longs formats par la suite aussi. Mais tu sais, on parlait d'argent et de ma crainte ma crainte de manquer d'argent, de pas en avoir assez de côté. Je suis aussi un peu un écureuil. Quand j'avais acheté ma voiture pour aller travailler à Trois-Rivières, j'économisais depuis 1 an de côté pour la voiture, alors je l'ai payé par Interact. T'sais. OK. Moi, je peux pas... Fait j'en mettais toujours de côté au cas, puis là, ça me permet aussi de travailler un peu moins, puis de vivre sur un budget consacré que je me suis... C'est ça, plus serré, puis en même temps, justement, quand on fait... C'est comme ma mère elle me dit c'est quoi qu'elle me disait ce matin? Bonne journée pour le travail, puis elle me disait, puis oublie pas d'avoir du fun, parce que c'est le fun ce que tu fais. Puis je disais, c'est quand même... Des fois, on l'oublie, puis c'est vrai que, tu sais, je sais que toi, t'adores ton métier, là. Tu l'adores, ton métier, puis on est quand même chanceux de faire ce qu'on aime. Oui, on est chanceux de faire ce qu'on aime, absolument. Puis, de voir... Tu sais, on voit beaucoup ce qu'on n'a pas, là. C'est naturel, je pense, chez l'humain, mais de voir ce qu'on a eu, de voir le chemin parcouru, tu sais, non, je suis assez choyé, même si j'aurais voulu de 3-4 vies différentes pour tout faire. Pour tout faire. Mais évidemment. Ça ne sera pas ça. Ouais. Alors là, c'est l'heure de la prescription.
On y va, Chip, je t'écoute. C'est difficile hein, comme exercice. Oui, oui. Puis c'est une nouvelle tentative. Avant, je le précise, avant, je demandais aux gens de me nommer 3 choses qui les font triper ces jours-ci. Mais là, après, je me suis dit, ben, si on veut savoir c'est quoi qui se passe ces jours-ci, allez consulter, faites vos recherches vous-même. Moi, j'ai envie de savoir un peu plus qu'est-ce qui est au fin fond du cœur et des poumons des invités. Ouais. Et dans ton cas, je le sais, et puis c'est ça, c'est très difficile. Même, tu sais quoi, j'avais dit 3, si tu veux y aller, 5, 6, tu as le droit non, aussi. Mais je veux pas... c'est très lousse, comme tu vois, en ce moment, c'est très lousse. Il n'y a pas tout le monde a le résolution. Non, mais il y a un concept. Moi, je respecte les concepts. OK, parfait. C'est super important. Tu sais comment j'aime que les choses soient balisées, contrôlées. Absolument, hein, c'est ça. Absolument. Non, c'est difficile parce que, tu sais, l'art étant très large, ouais. Puis les formes d'art aussi. Puis fait que je pense que ça permet aussi de parler de plein de trucs. Le cool. Premier, tu sais, évidemment, je suis un grand lecteur. Moi, sinon, le livre qui m'a peut-être le plus marqué et que j'ai relu plusieurs fois, c'est Nancy Houston. Je ne sais pas si tu as déjà lu Nancy Houston. Alors, Ligne de faille. En 2006. Ça a pris... Pas ça, non. Non, ça a gagné le prix Femina à cette époque-là. C'est Nancy Houston, c'est une auteure canadienne, albertaine à la base, mais qui est à Paris depuis très, très longtemps, qui écrit en français et en anglais, mais c'est ça, elle n'a pas de traducteur, c'est pas quelqu'un qui l'a traduit de l'anglais au français, c'est elle qui l'écrit en français. Et elle a un palmarès époustouflant, à mon sens, à la fois en essai puis en roman. Ça, c'est un roman, Ligne de faille, autant pour la forme que pour le fond. C'est 4 générations d'une même famille qui racontent ce qu'ils vivent alors qu'ils sont en 6e année. Donc, ils sont très, très jeunes. Donc, le premier, ça commence en 2005. C'est un jeune qui s'appelle Sol. Le deuxième, c'est son père, Randall. On est en 1983. Le troisième, c'est la mère de Randall, Sadie, en 1962. Quatrième, la mère de Sadie, Christina, en 1945. Donc, une histoire à reculons, un peu comme Memento, là. Ouais. Le film, mais qu'on peut lire, et moi j'ai fait l'exercice, on peut le lire aussi de façon chronologique, et l'analogie va peut-être être drôle, mais si tu as déjà fait ton épicerie à l'envers, tu essaieras ça une fois. Tu vas prendre ton panier, puis tu vas commencer par la fin. Tu vas faire les rangées à l'envers. Que tu n'es pas habitué que tu vas arriver avec complètement autre chose dans ton panier. Ah ouais? Ouais, tu vas voir des trucs que tu vois pas. Et c'est un peu la même chose avec ce roman-là. Tu peux, si tu lis dans l'autre sens, là, tu vas avoir des références que tu n'avais pas vues la première fois. C'est une famille juive on va passer de San Francisco à Munich, en Allemagne, en Israël, à Toronto, à New York aussi. Et c'est raconté à la première personne. Donc, c'est un enfant qui parle. Elle a une façon, un peu comme Jonathan Safran Foer avait réussi dans Extrêmement fort, incroyablement près. Elle est capable vraiment de se mettre et de prêter une intelligence aussi à ces jeunes-là. Tu sais, c'est pas... souvent, quand on est avec un narrateur externe, c'est comme si les enfants de 10 ans étaient vraiment des enfants qui n'avaient pas de réflexion, alors que là, ils se mettent dans leur tête. Ils sont beaucoup plus wise qu'on peut le croire. Puis chacun des destins a des conséquences sur la suivante. C'est comme une histoire de poupée russe, si tu veux. Puis l'histoire de cette famille-là, ça se mêle vraiment à la grande histoire, évidemment, la Seconde Guerre mondiale. C'est remarquable, sur la forme comme sur le fond. Puis c'est un peu l'histoire de tout le monde, comment ton enfance fait l'adulte que tu es, parfois en bien, parfois ça va générer un tyran. Donc, c'est très dense, c'est très lourd, ça se lit... c'est vraiment on dit ça souvent à la blague, mais ça, pour moi, c'est un roman dont on sort pas indemne. Okay. On sort de cette lecture-là complètement bouleversé. Tu sais, Nancy Houston, j'ai à peu près tout lu d'elle. Dans les derniers romans qu'elle a fait, ça m'intéressait beaucoup moins. Mais tu sais, elle a fait un essai qui s'appelle Professeur de désespoir, qui est un peu une critique formidablement
ironique, voire cynique des penseurs nihilistes qui prônaient la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mais qui ont vécu jusqu'à 75-80 torchés par des femmes sans problème, tu sais. Elle a écrit Tombeau de Romain Gary aussi sur son admiration de l'œuvre de Gary, puis l'espèce de dualité avec Émile Ajar, donc son pseudonyme. Elle a écrit Passion d'Annie Leclerc aussi. Elle a écrit aussi un roman, un petit roman qui est extraordinaire, qui s'appelle Dolce Agonia, qui est probablement le livre que j'ai le plus offert. Ah oui? Ouais, qui se passe un peu, tu sais, t'es un fan de cinéma, là, l'atmosphère, c'est un petit peu comme The Ice Storm de Ang Lee. Famille bourgeoise, pas famille, mais plusieurs familles bourgeoises de la Nouvelle-Angleterre, souvent juifs, qui ont intellectuels, éduqués, qui aiment vraiment... il y en a qui diraient c'est un peu comme les films de Denis Arcand, mais tu sais, ce genre de personnage-là, mais dans celui-là, Dolce Agonia, c'est un souper avec 12 personnes, et puis elle se place entre chacun des chapitres comme Dieu, comme déesse, en fait, parce que Dieu est une femme, qui raconte comment chacun de ces personnages va mourir au final. C'est extraordinaire aussi, c'est plus léger en même temps, mais tu sais, elle a une ironie mordante. Moi, Mais écoute, ces deux livres, même celui-là, je trouve que c'est quand même intéressant que c'est un des livres que tu as le plus offert. Donc, quand même, ça, je vais le noter aussi. Ouais. Excellent. Wow. OK, cool. Deuxième, je vais aller au cinéma. OK. Tu connais probablement Jonathan Glazer. Oui. Qui a fait Under the Skin, qui a fait... Jackie? Non. Non, pas Jackie. Non, attends. Je vais les consulter parce que j'étais un peu trop... Là, j'ai un blanc, c'est pas Fantastic Beast, mais c'est... Glazer. Mais que j'ai vu, je pense que j'ai vu pas mal d'affaires qu'il a fait. Il n'a pas fait énormément de films. Il a été scénariste beaucoup, mais... Il a fait... Sexy Beast, c'est ça le... Sexy Beast qui est très, très bon. Et moi, c'est son film de 2004 qui est un peu passé sous le radar, qui s'appelle Birth. Avec Nicole Kidman? Avec Nicole Kidman. C'est débile, ce film-là. Qui a écrit, réalisé, mais qui a écrit aussi avec Jean-Claude Carrière, le scénariste français qui a travaillé avec lui. Donc, Nicole Kidman, qui joue là-dedans, effectivement, ça se passe à New York. Femme en moyen, on peut le dire, un couple heureux. Là, Anna et Sean, couple heureux en moyen. Lui part faire du jogging un matin, il fait une crise cardiaque et meurt. Qui est une magnifique scène d'ouverture. C'est qui est très belle. Mise en scène exceptionnelle. Avec la petite neige sur Central Park, tout ça, puis c'est vraiment beau. Exactement en dessous du passage. Et donc, 10 ans plus tard, elle est sur le point de se remarier, et là débarque un petit garçon de 10 ans qui lui dit « C'est moi, Sean. » C'est moi. Complètement Alors, c'est... Et c'est que on prend pas ça... c'est pas ésotérique, c'est vraiment comment est-ce que c'est un peu... ça me fait penser un peu à John Didion dans The Year of Magical Thinking. Comment le deuil amène un irrationnel qui fait qu'il peut quasiment être rationnel parce que qui va faire s'effondrer toutes tes certitudes parce que c'est vouloir croire quelque chose qui se peut pas parce qu'on n'est pas guéri en dedans. Et c'est bouleversant. La scène, quand elle est devant un spectacle d'orchestre symphonique. Il joue... je suis allé chercher, il joue Siegfried. Orchester Vorspiel. Je ne sais pas si je dis la bonne façon. Donc, et c'est une scène, c'est un plan fixe ou presque, là, sans parole, de son visage. Et dans son seul regard... en l'espace de 2 minutes, elle réalise, et si ça se pouvait, et il y a une transformation faciale, elle ne dit rien, là. Et c'est absolument magistral. Je trouve que c'est un film qui a très peu été vu, et qui, pour moi, c'est qui a été boudé aussi, là, disons-le ainsi. C'est un film qui était un peu bizarre pour certains. Quand ça est sorti en 2004, honnêtement, là, tu ressors exactement le même film aujourd'hui comme une nouveauté, les gens crieraient au génie. Vraiment, on dirait que les gens maintenant sont plus expérimentaux. Puis c'est un film très minimaliste, là. C'est pas... donc... Mais tu sais, Under the Skin aussi, c'était bizarre, là, ce film-là. Quand moi, je l'avais vu au cinéma, puis j'étais pas sûr. Puis ça a pris
quelques visionnements, puis finalement, j'ai apprécié. C'était très méta avant que le méta soit à la mode. Exactement. Ouais. Mais Birth, je suis content je suis vraiment content, parce que c'est, honnêtement, en fait, les 3 films, Sexy Beast, Birth, puis Under the Skin, c'est quand même un sacré beau trio de films. Là, ouais. Et tous très différents les uns des autres. Moi, je suis un peu critique des cinéastes qui sont pas capables de faire autre chose que 20 fois le même film. Là. Lui, il se réinvente pour prendre une maudite expression de pandémie qu'on a. Mais il prend vraiment il prend du temps, parce que Sexy Beast 2000, Birth 2004, Under the Skin 2013, puis entre-temps, il fait des musiques vidéo avec Massive Attack. Il fait pas une tonne de choses. Il prend juste le temps de bien faire les choses. Il a pas fait des séries aussi, ça se peut, un peu de séries. C'est ça. C'est un TV special ici et là, mais c'est pas à la tonne. Là, non. Donc, ça aussi, c'est quand même à considérer. Ben oui, mais tu sais, il y a certains cinéastes comme ça, comme c'est Andrew Nichols, celui qui a fait Gattaca, qui fait pas beaucoup de il est pas prolifique, mais à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est toujours... Ouais, c'est réfléchi, c'est bien fait. Donc, OK, mais écoute, on met Birth de Jonathan Glazer. Excellent. Puis, donc voilà. Puis la troisième, c'est en musique. Là, j'ai pris un album, mais je pense que c'est aussi personnel. La musique, c'est beaucoup à quel moment tu l'écoutes, dans quelle disposition tu es à ce moment-là. Puis moi, c'est un album que j'ai découvert bien après sa sortie, mais moi, Tori Amos, c'est une artiste que j'adore. Little Earthquakes, en 92, c'est son premier album, celui où est-ce qu'il y a Crucify, où est-ce qu'il y a Winter, où est-ce qu'il y a... Tous des hits, en passant. Là. Oui, et Me and a Gun, qui est une chanson a cappella, où est-ce qu'elle raconte son viol. C'est 92. 92. Imagine. On est déjà là-dedans. Elle aborde déjà, tu sais, en 92... à quel point il y a une espèce de dissociation cognitive lorsque ça se passe. Elle dit je suis là, mais je suis pas là tout à fait. Là. Elle dit You can laugh, it's kind of funny, the things you think at times like these, like I haven't seen Barbados, so I must get out of this. J'ai jamais vu la Barbade, donc il faut que je passe au travers de ce viol-là pour aller voir la Barbade. C'est des phrases qui n'ont pas de sens. C'est épouvantable, puis qu'elle aborde aussi le fait qu'il y en a qui vont dire, mais pourquoi t'as porté telle robe, t'es devenu... Tu sais, elle était déjà très avancée. C'est une auteure de chansons très féministes. Très tourmentée. Très tourmenté, mais tu sais, aussi grandiose dans le piano, dans les cordes. Il y a quelque chose, c'est le piano sur Precious Things. C'est hallucinant, mais... C'est des beaux arrangements. C'est toujours bien interprété. C'est toujours interprété aussi avec intensité. Puis après, on peut croire ce qu'on veut quand un artiste est sur scène, mais... C'est pas vraiment quelqu'un de fake là-dessus. On le sent. Puis tu sais, je veux dire, en show, il faut l'avoir sur son piano en avant, son autre en arrière. Elle est comme... C'est un... Mais dans sa voix aussi, il y a du Kate Bush là-dedans. C'est un peu la mère spirituelle de Regina Spektor ou de Lana Del Rey aussi. Il y a beaucoup... bon... C'est sûr que, comme beaucoup d'artistes, les derniers albums m'ont moins intéressé. Là. Mais vraiment, au départ, Little Earthquakes, lesquels autres Boys for Pele. Attends une minute. Il y en a quand même pas mal qu'elle a fait. Oui, celui avec Jackie Strength aussi. Pour moi, c'est une artiste vraiment accomplie. Oui, Crucify Silence of These Years en 92, qui avait la chanson dessus. Under the Pink. Under the Pink, effectivement. Scarlet Walks. Écoute, il y en a. Puis les plus récents, en fait, c'est cool que tu mentionnes, parce que les plus récents, j'avoue que je suis pas à jour. Ouais. Mais écoute, en même temps... Elle avait un sens de la mélodie aussi. Puis tu sais, je me rends compte, c'est beaucoup autant Nancy Houston que Tori Amos, les deux. Les deux ont les cheveux roux. Ça, c'est un autre. Mais il y a quelque chose aussi, je pense, dans les artistes féminines qui me rejoignent parfois plus que... C'est sûr que j'aurais pu nommer Bon Iver aussi, mais ça aurait été presque cliché. The National aussi, qui est un de mes groupes fétiches. Mais ça, je pense qu'au moment où je l'écoutais aussi,
ça venait chercher un peu l'abandon en moi, tu sais. Ouais. Ce que j'ai de la misère à faire dans la vie ou devant les gens, là, tu peux écouter quelque chose qui est d'une beauté à embrailler. Oui. Non, c'est vrai, t'as raison. Écoute, je vais être franc, je m'attendais pas à Tori Amos aujourd'hui. Non? Non, je m'attendais pas à ce nom-là, mais ça me donne envie justement d'aller réécouter tout ça. Hey, écoute, c'était vraiment cool de te voir. Premièrement, c'est parce que ça faisait longtemps, point final, qu'on s'était pas vu, ça fait du bien de prendre des nouvelles. Puis écoute, on va te suivre dans le monde des médias. Merci Fred, c'est mon premier balado comme invité à vie. Je trouve ça. Ah oui, vraiment? Je trouve ça vraiment très drôle. Cool, ouais, c'est assez content que c'était un baptême avec moi. Ouais. Donc, fais attention à toi. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.